Bienvenue dans 50 nuances d'horreur. Je suis Lily Allan, autrice, chroniqueuse littéraire et amoureuse d'horreur depuis toujours. Pas l'horreur pour choquer, pas celle qui se consomme vite et s'oublie, mais celle qui reste, celle qui travaille l'imagination longtemps après avoir refermé le livre. Dans chaque épisode, on prend le temps. On ouvre un roman, un recueil, un classique ou un sous-genre et on le regarde sous toutes ses coutures. On parle de voix, de structure, de rythme, de motifs, de ce que le texte dit et de ce qu'il choisit de taire. Installe-toi, prends ton livre préféré ou celui que tu hésites encore à ouvrir et viens, on va explorer ensemble l'endroit où la littérature et l'horreur se rencontrent. Aujourd'hui, on plonge dans un roman qui continue de faire débat 30 ans après sa publication. Un roman qui a marqué l'histoire littéraire autant qu'il a pu choquer. Il s'agit de l'un de mes romans préférés, j'ai nommé American Psycho de Bret Easton Ellis. Non seulement c'est l'un de mes livres préférés, et ça tu le sais déjà si tu me suis sur Instagram, mais aussi l'un des films que j'adore voir et revoir. Je pense même que mon DVD risque de se désintégrer avec le temps. Ça, c'est aussi peut-être parce que je suis un petit peu amoureuse de Christian Bale depuis longtemps. Chérie, si tu m'écoutes, j'en suis désolé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, la gestion du gore, la satire sociale, la construction glaçante du personnage, il faut comprendre d'où vient ce texte et pourquoi il est devenu ce qu'il est. Parce que American Psycho n'est pas seulement un roman, c'est un phénomène, un miroir tendu à une époque et une expérience de lecture qu'on ne peut pas oublier. Quand Ellis publie American Psycho en 1991, il a déjà un statut particulier dans la scène littéraire américaine. Son premier roman, Mieux que zéro, publié en 1985, l'a propulsé sur le devant de la scène en tant que porte-parole d'une génération perdue. Ce texte glacial et minimaliste montrait une jeunesse californienne riche, désabusée, plongée dans la drogue et le sexe sans affect. À 21 ans, Ellis est déjà reconnu comme l'écrivain qui sait capter le vide existentiel des années 80. Avec American Psycho, il change de registre tout en prolongeant le même diagnostic, celui d'une Amérique possédée par les apparences, où l'argent et la consommation sont devenus des religions. Mais cette fois, il pousse le curseur beaucoup plus loin. Là où Moins que zéro montrait le néant, American Psycho l'incarne dans un personnage précis, Patrick Bateman, mon amour de toujours. Patrick Bateman, c'est le narrateur et le protagoniste du roman. On pourrait le décrire rapidement. Un jeune homme de Wall Street, riche, séduisant et intelligent. Mais ce qui compte, ce n'est pas seulement ce qu'il est, c'est ce qu'il incarne. Un individu façonné par les codes d'une société qui ne valorise que l'argent, le style et la réussite extérieure. Dès les premières pages, Bateman est une caricature vivante de cette époque. Il détaille ses vêtements de marque avec une minutie obsessionnelle. Il connaît par cœur les cartes de visite de ses collègues, les restaurants branchés où il faut être vu et les musiques qu'il faut citer pour être dans le coup. Le roman est saturé de ces listes de marques et de produits. Ralph Lauren, Armani, Rolex, Olivier People, etc. Mais derrière cette surface impeccable se cache autre chose. Très vite, Bateman révèle une froideur clinique, une incapacité à ressentir des émotions véritables. Sa voix narrative est lisse, presque neutre, mais elle décrit des actes de violence d'une brutalité insoutenable. Et c'est cette opposition entre la surface policée et la monstruosité sous-jacente qui fait tout l'intérêt de ce récit. Un des choix les plus marquants d'Ellis, c'est d'avoir fait de Bateman le narrateur à la première personne. Tout est vu à travers ses yeux, raconté avec sa voix et filtré par sa perception. Cela crée un effet double. D'un côté, une proximité dérangeante, puisqu'on est enfermé dans son esprit. De l'autre, une distance glaciale, car Bateman raconte les pires horreurs avec le même ton neutre qu'il emploie pour décrire sa cravate Hermès. C'est là que réside la force et l'inconfort du livre. Le lecteur est prisonnier de ce regard qui ne hiérarchise rien. Pour Bateman, un dîner chez un traiteur chic et un meurtre sanglant appartiennent au même registre narratif. Deux expériences décrites avec une minutie technique, mais sans émotion. La critique a souvent parlé de cette voix comme d'une voix froide. Elle n'explique pas, elle ne juge pas, elle ne contextualise pas. Elle expose, brutale et clinique, et cette neutralité renforce l'effet d'horreur. Ce n'est pas un récit gore spectaculaire qui cherche à faire peur. C'est une accumulation de détails horribles racontés avec le même calme qu'un mode d'emploi. Un autre point important, c'est l'ambiguïté entre réalité et délire. Dès le début, on peut se demander, est-ce que Bateman fait vraiment tout ce qu'il raconte ? Ou est-ce que ce sont des fantasmes, des hallucinations ou le produit d'un esprit malade ? Ellis entretient volontairement ce doute. Certaines scènes de violence sont tellement extrêmes qu'elles semblent invraisemblables, presque irréelles.
D'autres fois, Bateman est interrompu en plein récit, comme si son imagination avait débordé. Le roman ne donne jamais de réponse claire. Est-ce que tout est réel ou est-ce que Bateman n'est qu'un fou qui se rêve en monstre ? Ce flou est essentiel, il empêche le lecteur de se rassurer. Si c'était juste un délire, on pourrait fermer le livre en se disant « ce n'est pas arrivé ». Mais Ellis brouille la frontière, et c'est ce brouillage qui crée un malaise durable. Mais American Psycho n'est pas seulement un roman d'horreur, c'est une satire sociale extrêmement précise. Chaque détail vestimentaire, chaque description de restaurant participe à la critique d'une société obsédée par l'image. Bateman est l'enfant parfait de cette Amérique de Reagan, où tout se mesure à l'argent et à la consommation. Le gore, dans ce cadre, n'est pas gratuit. Il fonctionne comme le revers monstrueux du consumérisme. Bateman consomme les gens comme il consomme ses vêtements ou ses gadgets. Les femmes qu'il fréquente, les SDF qu'il tue, les collègues qu'il jalouse, tous deviennent des objets à utiliser ou à détruire. C'est ce qui fait la singularité d'American Psycho. Ce n'est pas seulement un roman gore, c'est un roman qui dit quelque chose de profond sur son époque et qui, au passage, continue de résonner avec la nôtre. Si la première partie du roman pouvait presque se lire comme une chronique mondaine, un peu cynique des yuppies new-yorkais, la suite nous entraîne ailleurs. Et c'est là que Ellis joue sa carte la plus risquée. Confronter une critique sociale déjà violente à des passages de gore si crus, si dérangeants, qu'ils ont valu au roman d'être censuré et interdit dans certains pays, et encore aujourd'hui vendu sous cellophane en Allemagne. Mais justement, ce mélange est essentiel. Le gore n'est pas une couche superficielle qu'on aurait pu enlever, c'est la substance du livre lui-même. Une des premières choses à remarquer, c'est la façon dont Ellis met en place la violence. Elle n'arrive pas tout de suite. Les premières pages installent Bateman dans sa routine. Sport, cosmétiques, vêtements, musique. C'est un monde d'obsession superficielle où tout est calibré. Et puis, presque sans prévenir, surgissent les premiers accès de violence. Ce contraste est volontaire. Ellis piège le lecteur. On s'habitue à la neutralité descriptive, on se dit qu'on lit une satire de Wall Street, puis soudain, cette neutralité est appliquée à un meurtre, une torture, un viol. Le ton n'est pas changé. Bateman décrit les actes les plus insoutenables avec la même minutie qu'un test produit dans un magazine. Et c'est précisément ce qui choque. Ce n'est pas le gore en lui-même. Après tout, la littérature a toujours montré des scènes violentes. C'est la neutralité clinique de la narration qui transforme l'horreur en banalité. Et cette banalisation glace parce qu'elle reflète exactement la logique du monde de Bateman. Un monde où tout, absolument tout, est mis au niveau de consommation. Parmi toutes les violences décrites dans le roman, certaines scènes restent gravées dans les mémoires des lecteurs. Sans entrer dans les détails les plus explicites, on sait que Ellis pousse le curseur très loin, on peut identifier des moments pivots qui structurent l'expérience de lecture. Les meurtres de SDF. Bateman tue des sans-abri dans la rue presque par ennui. Ces passages sont essentiels car ils montrent la logique utilitaire de son rapport aux autres. Il n'a pas de raison, pas de passion, juste un besoin d'affirmer son pouvoir. Les scènes avec les prostituées, souvent citées comme les plus choquantes, elles combinent sexualité et torture. Ce mélange insupportable pour beaucoup dit quelque chose de fondamental. La logique de consommation s'étend jusqu'au corps féminin, traité comme un produit qu'on utilise jusqu'à destruction. Les scènes de cannibalisme implicite, plus rares mais présentes, elles font passer Bateman dans une autre dimension, presque monstrueuse. Ce ne sont pas seulement des meurtres, c'est une transgression absolue. Ce qui est frappant, c'est que les scènes arrivent souvent sans transition. On passe d'une description d'un brunch ou de club new-yorkais à une pièce remplie de sang. Ellis casse volontairement la frontière entre quotidien et horreur, comme pour dire les deux appartiennent au même univers. On pourrait se dire, Ellis en fait trop. Pourquoi tant de détails? Pourquoi insister sur l'insoutenable? Mais il faut comprendre que le gore ici est un outil de satire. Bateman consomme les gens comme il consomme ses vêtements, ses restaurants, ses musiques. La logique de la violence n'est pas différente de la logique du capitalisme qu'Ellis décrit. Tout devient interchangeable. Tout peut être possédé, utilisé et détruit. C'est en ce sens qu'American Psycho est souvent lu comme un roman politique. Le gore n'est pas gratuit. Il montre le point extrême d'une logique sociale. Dans une société où l'humain est réduit à sa valeur marchande, la violence ultime, c'est de traiter le corps lui-même comme une marchandise. Ce mélange de satire et de gore crée une expérience de lecture unique. Beaucoup de lecteurs disent qu'ils ont dû poser le livre, parfois arrêter complètement. Et en même temps, ceux qui vont au bout disent souvent qu'ils n'ont jamais rien lu de semblable. Cette réaction double, répulsion et fascination, c'est tout à fait ce que Ellis cherchait.
Parce qu'en obligeant le lecteur à traverser ces passages insoutenables, il le met face à sa propre position. Jusqu'où peut-on aller dans la lecture? Est-ce qu'on continue malgré tout? Est-ce qu'on est complice de ce regard froid? C'est une question éthique autant qu'esthétique. Et c'est pour ça qu'American Psycho reste un roman dont on parle encore aujourd'hui, alors que tant d'autres satires des années 90 ont disparu. Un autre point central, c'est la répétition. Beaucoup de critiques ont reproché au roman d'être ennuyeux dans ses listes de marques, ses descriptions interminables de restaurants ou de vêtements. C'est une monotonie qui est voulue. Bateman vit dans un monde où tout se répète, même soirée, même club, même collègue. Et Ellis construit son texte comme un miroir de cette vacuité. Les passages de gore viennent donc briser une monotonie déjà étouffante, mais d'une manière qui ne soulage pas. Au contraire, ils la rendent encore plus insupportable. C'est une mécanique implacable. Le quotidien est vide, la violence est insoutenable et le lecteur est piégé entre les deux. Il n'y a aucune échappatoire. À sa sortie en 1991, American Psycho n'est pas simplement un roman, c'est une bombe. Le manuscrit avait d'abord été acheté par l'éditeur Simon & Schuster, qui a finalement renoncé à le publier après des protestations internes, notamment de salariés choqués par le contenu sexuel et violent. C'est finalement Vintage, un éditeur connu pour ses publications plus audacieuses, qui sortira le livre. Mais le scandale est immédiat. Dans les médias américains, on parle d'abomination, de manuels de misogynie, de romans dangereux. Certains critiques refusent même de le lire en entier, jugeant le contenu insoutenable. Bret Easton Ellis reçoit des menaces de mort, doit engager une sécurité privée et se retrouve catalogué comme l'écrivain le plus haï de son époque. Il faut donc le dire, beaucoup de critiques venaient d'un point légitime. Les scènes de torture sexuelle, notamment sur les prostituées, sont d'une brutalité qui reste choquante, même aujourd'hui. Pour certains, ce roman franchissait une ligne rouge. Pourtant, au milieu du scandale, quelques voix commencent à dire « Attendez, ce roman n'est pas seulement du gore gratuit, c'est une satire sociale, une critique d'un système qui objectifie tout, y compris les femmes, les pauvres et les collègues. » Des critiques plus littéraires soulignent que le style de Ellis, cette neutralité glaciale, cette accumulation obsessionnelle de détails, n'est pas là par hasard. C'est un dispositif littéraire qui produit un effet unique. Plonger le lecteur dans la tête d'un personnage monstrueux sans jamais lui donner la possibilité de s'en distancier. Progressivement, une lecture plus nuancée émerge. American Psycho est insoutenable, mais il est aussi important. Certains pays réagissent encore plus durement. En Allemagne, en Australie, le roman est vendu sous cellophane, interdit aux mineurs. Pendant des années, il a circulé comme le livre dangereux, un peu à la manière d'un film interdit. Et paradoxalement, cette réputation sulfureuse a renforcé son aura culte. Lire American Psycho, c'est presque un rituel, une façon de tester ses limites de lecteur. Beaucoup disent l'avoir abandonné. D'autres disent que c'était l'expérience la plus marquante de leur vie de lecteur. J'en fais partie. Dans tous les cas, personne ne restait indifférent. En 2000, Mary Harron adapte le roman au cinéma avec Christian Bale dans le rôle de Patrick Bateman. Et là, quelque chose d'intéressant se produit. Le film est un succès critique et Bateman devient une icône pop. Pourquoi ? Parce que le film a adouci le contenu le plus insoutenable, tout en gardant la satire sociale et le côté absurde du personnage. Bale, avec son sourire carnassier et ses routines narcissiques, incarne Bateman comme une caricature tragiquement drôle. Résultat, là où le roman était vu comme dangereux, le film devient culte, presque cool. Bateman entre dans la culture populaire. Récupéré par des mèmes, des gifs, des vidéos TikTok, son rire démoniaque, sa hache, ses répliques glaciales deviennent des emblèmes d'un certain humour noir contemporain. Mais cette réception cool pose aussi question. Est-ce qu'on ne perd pas la critique sociale d'Ellis au profit d'une fascination pour le style et l'esthétique de Bateman ? Dans le monde littéraire, American Psycho reste un texte à part. Peu de romans osent aller aussi loin dans la description de la violence, tout en restant dans une logique sérieuse de satire sociale. Il a ouvert une voie, celle d'une littérature qui ose confronter frontalement le lecteur à la question de la représentation. Est-ce qu'on peut tout montrer ? Est-ce qu'on doit tout montrer ? Où est la limite entre critique et complaisance ? Ellis n'a jamais vraiment refait un roman aussi extrême, mais il a marqué une génération d'auteurs qui a vu dans American Psycho la preuve qu'on pouvait écrire autrement, froidement, avec excès, mais aussi avec une lucidité clinique. Aujourd'hui encore, American Psycho continue de fasciner. Il est régulièrement réédité, étudié dans les universités, cité dans les débats sur la violence en littérature. Et il continue de diviser. Pour certains, c'est un chef-d'œuvre incontournable.
Pour d'autres, une abomination qui n'aurait jamais dû être publiée. Mais c'est peut-être justement ça, sa force. Il oblige à prendre position. Personne ne peut rester neutre. Et dans un monde littéraire où beaucoup de livres passent sans laisser de traces, American Psycho reste une cicatrice. Alors pourquoi lire ou relire American Psycho aujourd'hui? Parce que c'est un roman qui ne cesse de nous tendre un miroir. Le monde de Bateman, saturé de consommation, de narcissisme et de violence symbolique, n'est pas si éloigné du nôtre. Les marques, les apparences, les réseaux sociaux, on pourrait dire qu'on vit encore plus dans l'univers que décrit Ellis en 1991. Et ce qui terrifie, c'est que Bateman, malgré toute sa monstruosité, nous ressemble parfois. Pas dans ses actes, évidemment, mais dans ses besoins superficiels, dans son besoin de reconnaissance et dans sa manière de remplir le vide par des objets. American Psycho n'est pas un roman qu'on recommande à la légère. Il est violent, parfois insoutenable, et il mérite des avertissements de contenu et des trigger warnings. Mais c'est aussi une œuvre littéraire unique, un texte qui a marqué son époque et qui continue de parler à la nôtre. Ellis a créé un narrateur inoubliable, une voix glaciale qui nous enferme dans le vide de la société de consommation. Patrick Bateman est à la fois un monstre et un miroir. Il nous terrifie parce qu'il est logique, parce qu'il est le produit d'un monde qui existe toujours. Alors oui, ce livre divise, mais il faut aussi reconnaître sa puissance. Il nous force à réfléchir à ce qu'on lit, à ce qu'on supporte, à ce qu'on consomme et à ce qu'on dit de nous. Et au fond, c'est peut-être ça, la vraie horreur d'American Psycho. Pas seulement ce que fait Bateman, mais le fait que malgré tout, on continue à le lire, à le regarder et à en parler. Parce qu'une partie de nous reconnaît que ce monstre n'est pas si loin. Voilà pour cet épisode sur American Psycho. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. N'hésite pas non plus à venir continuer le débat avec moi sur Instagram à 50 nuances d'horreur. Bien sûr, je mets comme d'habitude tous les liens dans la description de cet épisode de podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de 50 nuances d'horreur. Merci d'avoir écouté 50 nuances d'horreur. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles et quelques mots. C'est le meilleur moyen pour que ce podcast trouve d'autres oreilles. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, 50 nuances d'horreur, pour prolonger la discussion, me partager tes lectures et me souffler la prochaine œuvre à disséquer. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage au cœur des histoires qui marquent et qui mordent. En attendant, garde la porte ouverte, on ne sait jamais qui pourrait frapper.